culturel, bonjour et merci pour votre fidélité à l'émission Cultura, votre fidélité à Télé Congo. Sur le plateau de Cultura, Roger Blaise Bafunda qui nous arrive avec Le Chou et la Chèvre, un récit paru aux éditions La Doxa. Bonjour Roger Blaise Bafunda. Bonjour monsieur Sauve. Et merci donc de nous arriver avec Le Chou et la Chèvre. Je disais tout à l'heure que c'est un récit qui vient de paraître aux éditions La Doxa. Alors, pour dire un mot à votre sujet, Roger Blaise Bafunda, nous disons que vous êtes né à Brazzaville, donc après l'obtention de votre bac littéraire, vous avez fait des études de langue anglaise à la faculté des lettres et des sciences humaines de Bayardel, donc Brazzaville. Vous êtes enseignant de profession et de carrière et vous êtes professeur d'anglais dans notre pays naturellement, mais également aujourd'hui, il faut dire que vous continuez à enseigner en tant que contractuel en France et de séjour ici à Brazzaville. Il faut dire que je vous ai intercepté, n'est-ce pas, pour vouloir répondre à cette invitation. Et merci donc d'avoir consenti à cet appel, à cette invitation. Alors, Le Chou et la Chèvre, un récit, il faut dire, très passionnant. Et vous nous ramenez là dans l'époque coloniale, une époque très lointaine, avec des petites anecdotes très proches du réel, puisque je dis bien, nous sommes dans le récit. Mais il faut quand même dire que c'est un récit, n'est-ce pas, où tu es teinté d'une très bonne fiction, parce que j'avoue que c'est pas aussi, certainement, vous nous le direz, Roger Blaise Bafunda, cette teinte de fiction que finalement que porte votre récit. Alors, Le Chou et la Chèvre, une histoire de Malela, famille Malela, également, qui est en cohabitation avec, très proche, une famille, il faut dire, très aisée, qui cohabite avec une famille tchadienne, un nom assez un peu très compliqué. Certainement que vous aurez un peu, il faut dire, la sagesse et l'intelligence de mieux le prononcer que moi. Alors, c'est pas facile, une affaire de richesse, mais il faut dire que le récit est chanché de beaucoup d'anecdotes qui nous placent entre le réel et l'irréel, entre le naturel et il faut dire le réalisme et le surréalisme. Et à un moment, on se demande qu'est-ce que les deux finalement l'emportent sur l'autre, c'est-à-dire qu'est-ce que de la tradition réelle et finalement de tout ce qui peut être, n'est-ce pas, du surréalisme, qui peut relever finalement des tabous, qui peut relever certainement des interdits, qu'est-ce qui l'emporte? Dites-nous un mot, c'est Roger Blaise Bafunda, au sujet d'abord de vos personnages, donc la famille Malela, un commerçant très riche du sud du Congo, pour ne pas dire du Poul, et précisément de la contrée de Boko, et qui finalement, un riche homme, mais qui connaîtra, il faut dire, une chute, sinon une fin très tragique. Bien sûr. Donc, M. Malela, ce commerçant, comme je l'ai dit dans mon roman, il fut cuisinier d'un colon qui, après avoir travaillé pendant près de 30 ans à Brazzaville, a décidé de rentrer chez lui à Lyon. Et il a décidé de léguer sa petite fabrique de savon à M. Malela. Donc, M. Malela, avec l'argent qu'il a amassé avec la vente de savon, il s'est transformé en grand commerçant. Il avait des petits commerces partout dans presque tous les quartiers de l'époque, hein, à Brazzaville. Donc voilà, il est devenu riche et au départ, après le départ de Colomb, il a décidé de nommer son frère Diankeba, Patrice, comme le gestionnaire principal de ses biens, de ses commerces et de sa petite usine de fabrique de savon, quoi. Voilà. Alors, il faut dire que finalement, cette délégation de pouvoir sera sujette, il faut dire, sera la cause d'un conflit, n'est-ce pas? Il faut dire consanguin qui va naître entre Malela et son frère Diankeba. Et son frère Diankeba. Un conflit d'autant plus que les deux on partage que la mère et non le père. Et là aussi, quelque chose, n'est-ce pas, de très profond qui va s'installer, c'est que les parents des deux, donc du côté paternel, sont séparés par il faut dire, la Louflakari. Et donc, l'un étant de l'autre côté de la Soufadeke, considéré comme Sundi, et l'autre considéré comme Congo,
va, n'est-ce pas, faire naître, va mettre au centre, là également, un grand problème sur l'héritage. Sur l'héritage. Et oui, oui, bien sûr. Mais déjà qu'il y a une différence de, pas de compréhension, mais une différence, une vision différente entre son frère et lui. Son frère, comme je l'ai dit, qu'il est... Maléla. C'est un paysan, Oui. mais M. Maléla a hérité de M. Debonnet, son ancien patron. Oui. Donc, la fabrique. il a plongé savons. dans une culture française, une culture européenne, donc il n'avait plus la même vision la des même choses. notion. En Oui. fait, il n'a pas cette notion en fait de voilà, un peu tribal, ethnique. Voilà, il n'avait voilà. pas tout ça. Mais très ancré chez Diankeba. Chez Diankeba. Voilà. Et donc Diankeba, pour lui, automatiquement les biens de son frère étaient aussi ses biens, ce qui n'était pas n'existait pas dans la tête de monsieur Maléla. Bon, oui. Et il faut aussi mentionner cet abus de pouvoir finalement, parce que Diankeba qui vient du village, qui vient fraîchement du village, oui. qui arrive, n'est-ce pas, tout fraîchement à Brazzaville, oui. et qui réalise que loin, n'est-ce pas, des labeurs, des durs labeurs, n'est-ce pas, du village, oui. Loin de toutes les corvées, n'est-ce pas, oui. Auxquelles il était finalement exposé au village, oui. Il y a une vie plus meilleure à mener, oui. Et il abuse finalement de cette délégation de pouvoir. Donc, et une métamorphose rapide. Il est surpris par cette métamorphose, par cette nouvelle vie. Voilà. Et à la fin, il polygame en même temps, polygame, donc il a plusieurs femmes à gérer. Oui, oui. Et la seule source qu'il a, ce sont les biens de son frère Maléla. Il avait complètement perdu son instinct villageois. Il commençait à mener une vie mondaine, et puis voilà. Ne sachant pas que là, il était là comme travailleur de son frère. Oui. Oui, donc le travail d'abord et le lien et la fraternité après. Mais lui, il confondait les deux. Bon, non seulement qu'il confondait les deux, mais en fait, il faut dire c'est la folie de grandeur, en fait, qui s'installe en lui. Oui. Cette folie de grandeur où il se dit qu'il a tant de boutiques à gérer et autant qu'il pouvait, n'est-ce pas, mettre la main dans la caisse, puisqu'on sait également il va également user de ce que nous appellerons finalement voilà le terme entendu partir, mais enfin, il y a cette influence, n'est-ce pas, qu'il a naturellement sur tous les employés des boutiques, des biens de son frère Maléla. Et donc, à n'importe quel moment, il pouvait se servir et jouir de tout cet argent et en faire comme il voulait. Et puisque même le narrateur nous dit quelque part que chaque fois que Diankeba se présentait quelque part, il disait toujours « Monoulé qui a Marseille ». C'est-à-dire je donc, suis le cadet de Marseille. Et donc, du coup, tous les usages étaient permis. Oui, oui. Donc, il n'était plus le Maléla, le Diankeba qu'ils ont connu, qui était récolteur d'amandes de noix de palme. Non, là, c'était maintenant devenu de Lekia Maricel, c'est-à-dire le frère du riche Maléla. Donc, une autre il méritait en ce moment-là une autre considération. Voilà. Bon, alors, puisque je disais tout à l'heure que finalement, on sait que Maléla finira par réaliser finalement, prendre la mesure, n'est-ce pas, de tout ce que se faisait, de tout ce trafic, n'est-ce pas, ou de tous ces abus, de toutes ces malversations auxquelles l'avait finalement exposé son frère consanguin, donc, qui est Diankeba. Et il prendra la sévère décision. La décision qui n'était pas facile à prendre. N'était pas facile à prendre, oui. Mais facile aussi parce il avait quelque chose du blanc de M. Debonnet. Quelque part, il lui dira, c'est le patron qui parle et le frère après. Donc la décision était dure à prendre, mais on ne badine pas avec son gagne-pain comme il le dit quelque part. Voilà. Il lui a donné plusieurs chances, et puis voilà. Et d'ailleurs, c'est grâce à l'agonie, pas grâce, ou à cause de l'agonie de leur mère qu'il se rendra compte des malversations. S'il n'y avait pas eu ce cas de maladie de la maman qui était à Boko, je crois que M. Maléla se serait rendu compte des malversations, mais un peu plus tardivement. Voilà. C'est un concours de circonstances qui a fait que le patron Maléla se rende compte que la gestion n'était pas bonne. Alors, Roger Blaise Bafunda, il faut également mentionner cette deuxième lecture, sinon ce deuxième mouvement, n'est-ce pas, de votre narration, qui est finalement cette lecture qui nous permet de voir également
puisqu'on parle du chou, Oui. et du chou et de la chèvre. Oui. Vous aurez certainement, n'est-ce pas, l'intelligence de nous l'expliquer. Mais il y a quelque chose qui se passe. Vous avez parlé finalement de Débonnet qui était le blanc, le lyonnais, Oui. qui partait sur les contrées, donc dans les contrées de Boko, Oui. acheter les amandes, Les amandes, pour, oui. Qui était pouvoir- la matière de la matière base première, oui, n'est-ce pas, la matière oui, première pour sa savonnerie, Oui. dans sa fabrique de savon. Oui, oui. Et on sait qu'il avait un gros problème avec les paysans Oui. sur le prix d'achat, Oui. n'est-ce pas, des sacs d'amandes. Oui. Et là, c'était le comportement du blanc. Oui, il en fixait le prix. Il en fixait le prix. Oui, selon ses humeurs. Voilà. Et puis voilà. C'était en fait, c'était Oui. lui qui disait le dernier mot. Oui. Et on sait que Débonnet va partir. Oui. Et lorsqu'il part, c'est un ressortissant finalement de la contrée qui prend la relève. La relève. Et qui ancien également, récolteur oui, finalement oui. des amandes, Oui. qui au départ fait toute la liesse, il faut dire toute la joie des villageois, parce qu'ils se disent, voilà, c'est un des nôtres qui nous remplace. Et en plus, il avait incité ses camarades à faire grève Du contre temps de M. Débonnet. Debonnet. Oui. Du temps de Débonnet. Oui. Et là, c'est lui qui arrive. Et on pense, n'est-ce pas, qu'il y aura certainement un changement de mentalité, Oui. un changement de comportement, un changement de... Mais il devient pire, il fait pire finalement que Débonnet. Oui. Alors à ce moment, on ne comprend pas ce qui se passe. Finalement, il faut dire, entre guillemets, le noir qui remplace le blanc, Oui. qui vient faire plus que le blanc, finalement, à l'endroit de à l'endroit des siens, en fait. Oui. Et là aussi, c'est un niveau de lecture, c'est une lecture, n'est-ce pas, Ah, bien que sûr. vous devez laisser percevoir. Ah, bien sûr. Un commentaire sur ce comportement Mais ce commentaire peut être résumé sur le célèbre dicton qui dit que l'ennemi du noir, c'est le noir. Oui. Et Ça résume tout. Ça résume tout. Donc, voilà. Voilà. Et puisque nous avons dit tout à l'heure que Malela finira par remercier, donc finalement, prendre la sévère décision Oui. de remercier son frère Yankemba, Oui. et il va rejoindre, n'est-ce pas, la cohorte des villageois récolteurs des amandes. Oui, et bien sûr que M. Malela, il agit en tant que, en licenciant son frère, il agit en tant que patron, mais il propose à M. Dankeba de rester chez lui et qu'il lui verserait un traitement forfaitaire pour qu'il s'occupe de ses nombreuses femmes et de ses nombreux enfants. Mais, donc Dankeba, en fait, financièrement, n'avait rien perdu, mais ce sont les honneurs qu'il a perdus, et cette décision ne l'a pas plu du tout, parce qu'il voulait toujours être là et narguer ses anciens camarades avec qui il a vécu dans des conditions difficiles. Donc voilà, il repart dans un village qui était composé à 95% de paysans, et donc vivre au milieu de ces gens qu'il a maltraités, c'était devenu pénible pour lui. Merci. Alors, Roger Blaise Baffoula, je vous invite à nous donner lecture d'un extrait, n'est-ce pas, d'un passage que vous aurez pris au hasard. Je choisis celui qui est à la page 25, dont le titre est Le Nid de Serpent. Page 25. Page 25. Page 25. Alors, oui, allons-y. Quelques mois seulement avaient suffi pour que Malela se rende compte du déclin de ses boutiques. En effet, Dankeba menaça de contraindre son frère à licencier les caissiers qui ne collaboreraient pas avec lui. Il les mit tous dans une combine de détournement de fonds de son frère, chose que Dankeba eut à faire durant plusieurs mois sans être inquiété, jusqu'au jour où une nouvelle parvint du village annonçant l'agonie de leur vieille maman. Malela dépêcha son jeune frère le même jour avec les produits nécessaires aux premiers soins, pendant que Malela cherchait, avec l'aide de son ami le sergent Abdoul, à faire obtenir une autorisation à un infirmier de l'hôpital militaire pour aller s'occuper de sa maman à Boko. Arrivé sur place, Dankeba trouva sa maman dans un état plus que désespéré. Elle ne parlait plus et était dans un état comateux. Elle était entourée de quelques villageoises qui étaient à son chevet. Quand elle vit son fils entrer dans sa case, à la grande surprise de toutes ces femmes qui étaient autour d'elle, elle retrouva la parole et demanda aux femmes avec une voix tremblante mais assez audible qu'on la laisse seule avec lui. Quand tout le monde fut sorti, la vieille mourante s'adressa à son fils en ces termes. « Pourquoi ton frère n'est-il pas venu avec toi ?» Dankeba lui expliqua que son frère aîné viendrait le lendemain, peut-être avec un infirmier,
qui, faute d'une autorisation de son chef, n'avait pas pu faire le déplacement avec lui. La vieille continua d'une voix tendre et précise qui ne ressemblait plus à celle d'une agonissante. Avec un visage qui devint soudain comme illuminé, elle dit à Diankeba, « Mon fils, je n'ai pas besoin d'infirmier, ni même de médecin. Mes jours arrivent à leur fin, je dois partir avant que la porte ne se referme, car j'ai entendu l'appel de mon nom. » Après avoir prononcé ces mots, elle prit un nid d'oiseau sous son grabat, nid qui contenait ou abritait 12 petits serpents gris, et dit, « Regarde bien cet objet, c'est avec ça que je vous ai protégé contre vos ennemis. Tu en parleras à ton frère Malela qui en sera le gardien. Vous aussi ferez la même chose avec vos enfants, puisque je ne vous ai pas donné de sœur. Chaque fois que l'on vous en voudra, vous en parlerez à un de ces serpents, et celui-ci réglera son compte à votre agresseur de jour comme de nuit. Maintenant, appelle les bonnes dames qui étaient autour de moi. » Merci. Alors, c'est la page 25, c'est un chapitre intitulé « Le nid de serpent ». Et vous venez là de nous donner, n'est-ce pas, oui, l'essentiel, il faut dire, de ce chapitre. Oui. Et pourquoi ce choix, Roger Blaise Bafunda? Pourquoi ce choix? Parce que c'est dans ce chapitre que Malela va se rendre compte de la mauvaise foi de son frère. Oui. De la mauvaise foi de son frère. Il se rend compte que son frère, qu'il avait élevé à ce niveau, était en train en fait de travailler contre lui. Et c'est dans ce chapitre aussi qu'il y a le lien entre la modernité et la tradition qui est toujours ancrée en nous. Et cette tradition est symbolisée par ce nid de serpent qui en fait était un fétiche familial qui protégeait, que la maman utilisait pour protéger ses enfants de choses comme on parlerait de totems, Roger, non? Des totems, oui. Voilà, des oui. totems, ça existe toujours dans les familles africaines, oui. Ça existe aussi en Europe, dans beaucoup de clans, oui. Oui. Et malheureusement, là aussi, Diankeba a fait montre d'une mauvaise foi, parce que la maman dit bien que tu en parleras à ton frère qui en sera le gardien. Et lui, il gardera le nid pour lui. Ah oui. Et ce sera la cause, en fait, oui, du malheur qui adviendra, oui, il faut le dire, à Malela. À Malela. Parce que Malela, n'ayant pas vu ce nid et ces serpents, il n'était donc pas immunisé contre ces serpents. D'accord. Et c'est ces serpents que Diankeba va utiliser pour vous faire trépasser son frère et s'accaparer de... Voilà. Et pourtant, il y a une question que l'on se poserait naturellement sur le malheur qui arrivera, qui adviendra à Malela. Oui. Étant donné que c'est le totem de la famille, oui, pourquoi ce totem viendrait à faire du mal finalement à Malela? Parce que Malela n'est pas entré en contact avec ce totem. Il faut l'avoir touché. C'est comme quelqu'un... Moi, je me rappelle bien, mon défunt père, à l'époque, nous avons des plantations à Mindouli, un gros champ, où il y avait des safoutiers, des manguiers, mais souvent les voleurs venaient voler. Et papa a consulté un marabout pour qu'on mette des fétiches là-bas pour que ça fasse fuir les voleurs. Et nous n'avions pas touché ce truc, mais seulement, papa nous disait que quand vous entrez dans le champ, vous dites « Je suis le fils de M. Bafunda ». Donc, fétiche, ne me faites pas de mal. Ça, c'était déjà un contact. Bon, c'est un mot de passe. Futile moral, oui. C'est un mot de passe. Voilà, un mot de passe. Que M. Malela n'avait pas. D'accord, ok. D'accord. Alors, tout à l'heure, je parlais finalement du surréalisme et du réalisme, oui, et qui, en fait, nous conduit dans ce que vous venez de parler, de mentionner, oui, cette interpénétration de oui, modernité, oui, culture. En oui, fait, il y a cette jonction, il y a cette interrelation qui se crée de façon, il faut dire, magnifique, parce oui, que tout le temps, oui, il y a un malheur qui arrive toujours, et on a le choix, n'est-ce pas? On a cette interrogation, finalement, à se poser tout le temps. Oui. Est-ce parce qu'il y a eu ceci, ou parce qu'il y a... En fait, les causes, finalement, ne sont pas explicites dès le départ. Oui. Et elles sont toujours à la conjonction, à la croisée de la tradition et de la modernité. Oui. Selon que l'on se situe dans le modernisme, oui, l'on croirait que c'est du surréalisme, oui, et selon que l'on se situe finalement dans la tradition, oui, on croirait que c'est vraiment, et c'est le cas. Nous savons, par exemple, il y a la fille de Malela, la fille aînée, Estelle, qui sera victime d'une mort pour avoir mangé la viande du bouc. Ah oui, elle allait trop loin, parce qu'elle a presque enfreint à une loi. C'est une loi morale qui a existé depuis la nuit des temps, mais elle,
grâce à les enseignements qu'elle a eus au catéchisme, elle se dit qu'il n'était pas bien de suivre les coutumes et tous les interdits qui existaient dans le village de Kinkambo, le village de sa maman, parmi lesquels les femmes ne devaient pas manger l'hippopotame, comme la civette, et elle s'est rendue compte que c'est par simple égoïsme, ces viandes étaient tellement juteuses que les hommes ont décidé de ne pas les donner, les partager avec les femmes. Voilà. Donc, et elle arrive, elle se dit non, moi, dès que si l'occasion se présente à moi, je mangerai ces viandes interdites. Elle l'a fait, et c'est comme si elle a humilié les ancêtres, et humilié les pères et les grands-pères qui étaient là. Voilà pourquoi quelque chose de maléfique va lui arriver. D'accord. Alors, et ce qui est intéressant également, mais en même temps qui peut être une préoccupation pour le lecteur, c'est de voir qu'à la conjonction finalement, ou à la conjugaison finalement de cette modernité-tradition, oui, le narrateur, sinon l'auteur qui nous présente ce récit, oui, ne nous présente pas des points de vue. Oui. C'est-à-dire, on ne sait pas réellement quelle est la position à ce moment du narrateur ou de l'auteur quant finalement, à cette relation modernité-tradition. De quel côté vous situez-vous, Roger Blaise Bafunda? À partir du moment où j'ai mis ça à la portée du lecteur, le lecteur est libre de prendre sa position. Et si je vous dis que moi-même j'en ai une, je vous mentirai, monsieur Sauf. Je suis entre les deux. Voilà, entre les deux. Ah oui. Alors, est-ce que vous croyez finalement, lorsque je prends un cas tout bête, celui des celles qui meurent à l'issue de finalement, il faut dire finalement, de cet acte qui a été posé, en tournant dos à la tradition, il faut dire, en affrontant finalement cet interdit, est-ce que vous pensez, parce que réellement c'est le fait d'avoir mangé la viande de bouc, ou parce qu'il y a eu, parce que même la chute de ce paragraphe nous laisse perplexes en disant peut-être que si c'était par une crise cardiaque. Bon, c'est finalement cette perplexité dans laquelle vous laissez le lecteur, Roger Blaise Bafunda. Mais oui, parce que moi-même je ne peux pas dire noir sur blanc en fait, pour moi, c'est les deux. Déjà, qu'est-ce qu'il a emmené vers le puits? Elle a fait, comment on appelle ça? Un cauchemar. Un cauchemar. Bon, on parle d'un rêve. Et tout ça qui arrivait à l'époque. Hein. Il faut que nos enfants sachent que ces choses ont existé. Donc, on faisait ce genre de rêve où on pouvait ouvrir la porte de façon inconsciente. On se déplace alors qu'en fait, on est en train de faire un rêve. Mais dès que vous touchez de l'eau ou vous marchez sur le rêve, prend fin et vous retrouvez à un endroit loin de chez vous. Déjà, j'ai dit dans mon récit que même en pleine journée, quand elle se rendait là-bas dans le puits, elle avait une sensation très forte Maintenant qu'elle se retrouve là-bas à minuit, monsieur Gérard, vous voyez un peu... Donc je suis plus sur la crise cardiaque. Ah, mais plus. Oui, mais ça ne laisse pas finalement transparaître cette idée en fait de crise cardiaque. Je pense que le poids est davantage mis sur le côté surréaliste, sinon le côté traditionnel, n'est-ce pas, de la chose. Parce qu'il y a eu cette transgression, finalement, du tabou, il y a eu cette transgression de l'interdit, et on s'appuierait davantage sur cette cause, non? Oui, et d'ailleurs, j'ai dit que quand on a retrouvé son corps, on a ramené son corps au village, c'est M. Bakongo Maurice, qui deviendra le chef du village de Kinkambo pendant des années et des années, et qui, comme on le dit chez nous, qui ont les personnes qui ont deux yeux, entre guillemets, des yeux, qui vont expliquer la version, la raison pour laquelle cette petite est morte. C'est en fait pour les villageois cette transgression qui a entraîné sa mort. Mais pour moi, qui suis mi-villageois, mi-moderne, donc je vous ai dit que c'est entre les deux. Entre les deux. Bon, alors, comme je dirais, finalement, votre récit se présente comme, on dirait, un panier, on dirait un nid, puisque vous parlez même du nid des serpents, mais ici, on se trouve dans un nid de récit, dans un nid de narration, dans un nid d'intrigues, puisqu'il y a plusieurs intrigues, finalement. Plusieurs. Et chacune d'elles apporte, n'est-ce pas, toujours cette confrontation de modernité-tradition, ou de réalisme-surréalisme.
également, j'en prends également pour exemple, ce récolteur de malafou, donc le malafoutier dont vous présentez, un vieux décédé à cela 10 ans, et qui cherche à traverser le pont du Douai, mais malheureusement, qui va connaître finalement la brutalité des gendarmes. Oui, des gendarmes. Et on sait que finalement, les gendarmes qui étaient finalement le coupable ou l'auteur de ce geste, M. Moussavou, M. Moussavou, va entrer dans une il faut dire situation cauchemardesque dans laquelle finalement, et un jour qui le conduirait à la mort. À la mort, oui. À la mort. Et là également, on est dans la superstition, on est dans l'interdit, on est en même temps, et même les gendarmes, et même le commandant, n'est-ce pas, de la gendarmerie, qui voulait faire fi de tout ça, finit comme un peu par croire à cette superstition. Bon, alors c'est vraiment un nid, il faut le dire, finalement, parce que toutes ces intrigues, finalement, il y a vraiment cette ambulance, elle est récurrente et constante du début de votre récit jusqu'à la fin. Il y a en tout cas quelque chose quand même que l'on croirait que Roger Blaise Bafouda veut nous faire passer à cette époque. Et pourquoi finalement cette détermination de repartir dans cette époque coloniale pour nous présenter ce récit? Oui, mais je crois que l'inspiration m'est venue de certains récits de mes parents qui me parlaient de ces choses à l'époque. Presque dans plusieurs contrées du pôle, on dit qu'il y a un monsieur qui existait qu'on appelait Mundele Savant. Mundele Savant, et puis voilà. C'est pour cela que j'ai voulu reparler de cela. Et autour de Mundele Savant, j'ai bâti cette histoire. J'ai construit cette histoire autour de ce Mundele Savant pour montrer la méchanceté du colon d'abord, et la méchanceté de celui qui lui a succédé, c'est-à-dire le noir. Et ce que je dis est actuel, puisque ça continue aujourd'hui. Dans plusieurs secteurs de la vie, vous voyez bien que les souffrances ne viennent plus. Qu'est-ce que nous avons fait? Je me rappelle bien quand j'étais à Bayardel, dans les années 81-82, il y avait des artistes engagés qui, dans leur peinture, dessinaient des gens qui avaient brisé les chaînes, qui mettaient la main dans les poches, dans les caisses de l'État et tout ça. Est-ce qu'après 60 ans d'indépendance, par exemple, un peintre peut-il encore dessiner quelqu'un qui a brisé les chaînes? Monsieur sauve les chaînes, nous les avons brisées depuis longtemps, et nous n'allons plus continuer à incriminer le blanc. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive, et nous sommes ce que nous faisons. Merci beaucoup, Roger Blaise Bafouda. Nous sommes là au terme de notre entretien. En tout cas, je vous dis merci pour le partage de votre récit, Le Chou et la Chèvre. Et vous avez la clé avec vous, n'est-ce pas, sur le titre, mais je sais bien que vous l'avez déjà apporté. Merci donc, Roger Blaise Bafouda. Merci beaucoup. Amis culturels, voilà, nous sommes là au terme de notre entretien. En tout cas, nous vous disons merci pour votre attention, merci pour votre fidélité une fois de plus. Et nous prenons date pour samedi prochain, 14h30. Merci.